Ce podcast est autoproduit par l'agence You Choose. Bonjour et bienvenue dans le podcast Raconte-nous. Donc comme chaque mardi, on accueille un invité pour retracer avec lui son parcours de vie. Et aujourd'hui, on est super contente d'accueillir Mathis. Mathis qui est donc aventurier. C'est quand même assez incroyable de dire ça. Tu partages tes aventures avec plus de 100 000 personnes à travers tous tes réseaux sociaux. Je vous spoil pas trop. On va rentrer en détail sur le pourquoi du comment, mais du coup, t'as vraiment tout quitté, on va dire confort ou en tout cas vie traditionnelle de CDI pour vivre ta vie comme tu l'entends. Et donc on va voir ça ensemble. Charlotte est derrière la caméra, tout est prêt et on a une première question parce qu'effectivement donc Mathis alias Tortuga, pourquoi? Du premier battement de ton cœur à ton premier rire, raconte-nous. De ton parcours d'enfant à tes passions en passant par ton apprentissage scolaire, raconte-nous. De tes premières réussites à ton premier emploi, raconte-nous. De tes obstacles à ta remise en question, raconte-nous. Mais quelle est ta véritable passion? Viens nous raconter en toute simplicité. Pourquoi Tortuga? Ouais. Alors pourquoi Tortuga? C'est vrai que c'est le nom que je me suis choisi. Alors la première raison, c'est parce que Mathis Béagel, c'est mon nom de famille. D'accord. Je te donne le Béagel, comment tu l'écrirais toi déjà? Béagel. Ouais. B-E-A-G-E-L. Voilà. Ouais, non, en fait c'est B-E-H-A-E-G-E-L. D'accord. Donc, je me suis dit Vraiment si je faire mets simple, Mathis Béagel, ouais, ça va être une galère. Et en fait, c'est pendant en 2016-2017, en fait, c'était mes premiers grands voyages à travers le monde. Je suis parti d'abord accompagné, j'en parlerai peut-être après, mais accompagné puis ensuite en solitaire à voyager à travers le monde. C'est là où j'ai découvert cette passion. Et mon tout premier voyage, j'étais avec mon meilleur ami, on était en Pérou et Bolivie. Et c'était en Bolivie, donc c'était encore un peu des backpacks un peu touristiques, des voyages accompagnés. Et on était en 4x4, donc avec mon meilleur ami, il y avait 2 Suisses qu'on avait rencontrés, et il y avait un chauffeur et une cuisinière bolivienne qui parlait que espagnol. Et en fait, on s'arrêtait en 4x4 au milieu de paysages incroyables. Ils nous disaient, vous sortez, prenez vos photos, vos vidéos, on rentre dans 5 minutes et on se barre, on va au prochain poste. Et moi, en fait, je commençais à faire mes vidéos, donc j'avais mon Canon 7D, c'était un gros appareil à l'époque avec un stabilisateur mécanique, il fallait que je l'accroche, il y avait des trucs et tout à visser. Donc j'étais le dernier à sortir. Tout le monde avait déjà fait ses photos, avait regardé et tout. Moi, je partais, je courais après les lamas, donc j'étais tout le temps à me perdre, à essayer de tout filmer, photographier. Et donc j'étais tout le temps le dernier à rentrer. Donc on est parti 3-4 jours et en fait à un moment le guide et la cuisinière qui parlaient que espagnol commençaient un peu à se moquer de moi quoi. Et du coup en fait Tortuga ça veut dire tortue en espagnol et c'était là come on let's go we have to go Tortuga come on. Donc ils ont commencé à appeler la tortue et tout le groupe a commencé à se foutre de moi avec ce nom-là et je me suis dit mais c'est génial c'est un quoi. bon truc, ça fait une bonne anecdote, je savais pas comment m'appeler, on retient bien et en plus ça fait la tortue, la carapace, le backpack, le slow travel aussi. Fait que moi, je suis très partisan du fait de voyager lentement, utiliser ses pieds, etc. Donc Tortuga, ça rentrait parfaitement dans le truc. Là, tu t'es dit, t'es rentré du coup à ce moment-là et tu t'es dit, ok go, je m'appelle, ce sera mon nom. Alors pas tout de suite, justement, je me rappelle, je cherchais un nom de chaîne parce qu'il fallait que je fasse ma première vidéo du Pérou-Bolivie justement. Et j'étais tombé sur un article de blog qui disait oui, attention, c'est quelqu'un qui avait écrit ça. Quand vous cherchez votre pseudo, faites attention, ça peut vous suivre toute votre vie. Moi j'ai dit mais genre j'avais marché de toute façon. Donc qui va se rappeler de cette histoire après bon. Et donc c'est marrant que j'en reparle encore, tu sais, des années après en me disant en fait c'était ce moment-là où je me disais que de toute façon je vais prendre Tortuga, personne sera vraiment très intéressé au final. Et au final, voilà. Écoute, pour cette saison 2, on a une question qu'on pose à tous nos invités et je pense que t'es le seul ou un des seuls à avoir plus de difficultés à trouver finalement la réponse à cette question qu'à en trouver une tout courte. Est-ce qu'il y a un fait marquant qui est arrivé ces dernières semaines ou ces derniers mois qui ont eu un impact dans ta vie et si oui, lequel? Ouais, si, il y en a eu un cette année. Très, très important d'ailleurs. Enfin, c'est un peu important. Un truc qui s'est passé cette année, non, très important.
Enfin, pour moi, c'était important. En fait, du coup, ça se passe plutôt bien en ce moment au niveau travail. J'ai créé ma société de production. J'ai vendu mon premier film à la télé, donc premier film d'aventure qui est passé sur France 3. Et je commençais à avoir pas mal de clients pour ma société. Et en fait, je suis retombé dans quelque chose que j'avais fui à l'époque, c'est-à-dire de revenir dans un travail pas classique du coup, mais où l'argent redevient la priorité parce que c'est le business. Tu refais des contrats, t'enchaînes des contrats, tu vois plus tes heures. Et j'ai commencé à enchaîner ça et les aventures. Et ça a été très compliqué. J'ai eu un espèce de, pas un burn-out, mais je suis retombé dans ce cercle vicieux des entreprises et j'ai eu comment ça s'appelle quand on est très Un un surménage. surmenage. Voilà, un surménage, donc avec quelques symptômes et tout. Et j'étais pas au top. Et en fait, je suis parti traverser le Vercors à ce moment-là. Et en plus, je me suis retrouvé en pleine tempête dans le Vercors, alors que je pensais je partais juste pour une balade et ça s'est transformé en une aventure un peu limite, où il y a tout qui s'est enchaîné. J'ai déchiré mon pantalon de pluie, Bien sûr, quand ça commence comme voilà, les ça. gourdes qui fuient, les trucs. Ok. Et je me suis pour la première fois dit: «En fait, ça se trouve, je vais rester là dans le Vercors», je voyais plus rien, c'était en blanc et on peut très vite se perdre là-bas. Et j'ai décidé en fait là je me suis dit: «Mathis, tu es en train de retourner dans un truc que tu as fui, tu vas pas bien. En fait, tu reprends un chemin que tu t'avais pas choisi, qui est pas le tien». Et donc j'ai décidé en fait de recouper un peu à tous ces contrats, à tout, en déléguant, en me disant bon Mathis, tu te rediriges vers l'appât du gain alors que c'est ce que tu fuyais. Et je suis en pleine dans cette reconversion qui marche plutôt bien, je vais beaucoup mieux et je repars un peu dans ce côté aventure, création de films, de contenu pour moi d'abord et pour ceux qui me suivent, que à chercher des clients et à forcément rémunérer. Donc il y a ça qui s'est passé cette année. Et qu'est-ce que t'en as tiré justement? Qu'est-ce que t'as appris de cette expérience? Ce que j'ai appris et ce que j'avais déjà appris avant mais qu'on oublie, c'est de s'écouter soi-même en fait. On repart dans un truc et sans s'en rendre compte, on prend des choix en fait qui sont pas les tiens, mais ceux des autres, de la société aussi. C'est-à-dire, en fait, quand t'appelles tes amis, tes parents, tu te dis: «Ah, j'ai chopé un nouveau contrat de temps, ah c'est bien, bravo», et puis tu commences à réaccumuler, tu gagnes de l'argent alors que tu en as pas forcément besoin, pour ce que tu as envie de faire en tout cas. Et tu te rends compte que c'est pas toi que tu es en train d'écouter, et en fait ton corps te le Ça le montre, te le rappelle, ouais. prouve, te le fait réagir. Donc surménage, des soucis, j'avais des crises un peu de fatigue, enfin, je me reconnaissais plus quoi. Mmh. Et c'est là où je me suis dit: «Mais Mathis, tu te réécoutes plus». Et donc c'est le fait, ouais, de se réécouter que j'ai appris avec ces expériences en tout cas. Trop bien. Mmh. Avant justement de parler de ce que tu fais aujourd'hui et comment t'en es venu à ça, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, quand tu étais enfant. Mmh. Comment est-ce que tu étais? Mathis enfant, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes à ce moment-là? Alors Mathis enfant, enfin enfant petit ou? Petit, ouais, primaire, Mmh. Mathis primaire, moi je suis issu d'une famille assez classique. Mes parents ils sont jamais trop voyagés, ils sont pas du tout aventuriers. Et d'ailleurs j'avais une mère très protectrice, une mère poule, qui est d'ailleurs peut-être, si on va voir les psys, je pense une des raisons pour laquelle je fais tout ça. Et en fait, j'avais pas trop le droit de sortir, j'avais pas beaucoup d'amis en primaire, donc je me suis un peu réfugié dans les livres, beaucoup dans les OK. bouquins et beaucoup dans les romans de fantasy, d'aventures fantastiques en fait. Et je pense que c'est un peu d'ici qu'est né ce fantasme et c'est ce rêve de partir comme ces héros que je disais, traverser des mondes imaginaires et de se mettre dans le pétrin, etc. Et j'étais pas très sportif. Donc OK. ma mère voulait le mieux pour moi, donc elle m'a fait faire jouer au piano, j'ai fait du conservatoire, des trucs, plein de trucs qui sont super, et j'en suis très très content qu'elle m'ait mis là-dedans, mais qui ne venaient pas de moi déjà à l'époque, tu vois. Mmh, mmh. Déjà à cette époque, bon c'était mes parents, c'est toujours tes parents qui choisissent, c'est l'école qui va choisir, etc. À ce moment-là, est-ce que tu as un métier que tu veux faire? Est-ce que le mot aventurier est dans ta tête? Est-ce que tu es du style à planter ta tente quechua, dans le jardin ou pas du tout?
Quand plus jeune? Ouais, quand t'étais petit. Non, alors quand j'étais en primaire, primaire, collège, je commençais déjà à avoir, justement vu que je lisais beaucoup, un peu ce côté créatif Mmh. et artistique que je voulais développer et au tout début, je voulais être écrivain justement. OK. Je voulais être écrivain, quand j'étais plus jeune. J'écrivais déjà, que j'ai déjà des petites nouvelles, des trucs, je me rappelle, je faisais passer, en classe, j'avais fait lire à ma prof et tout, elle était prof de français, mais je kiffais le français à l'époque et j'en avais parlé à mon père, je me rappelle, j'ai dit: «Ouais, plus tard je serai écrivain» et il m'a dit: «Non, tu complètement bête, tu gagneras jamais tes sous, c'est que les fous qui sont écrivains de toute façon» et cetera et quand j'ai continué, du coup, j'ai plus vieilli et je me suis découvert une autre passion qui était la vidéo. OK. Donc ça, c'était, bon, peut-être qu'on reviendra dessus, mais plus dans mes études supérieures Ouais. et fin du lycée, en fait, du coup, les livres, le cinéma, ça me passionnait et je voulais faire une école de cinéma à l'époque et pareil, mes parents: «Non Mathis, on connaît personne dans ce milieu du cinéma. Il faut absolument que tu connaisses enfin, tu es obligé de connaître», ils avaient pas tort, mais faut connaître des gens dans le milieu, sinon tu vas terminer, ingénieur son ou tu feras jamais réalisateur, quoi. J'ai dit: «Bon, dans ce cas, si je peux pas être écrivain, faire du cinéma, je vais faire école de commerce». Donc j'ai suivi encore Classique, voilà, quoi. tu suis tout le monde, tu fais quelque chose que tu as pas envie de faire parce qu'on te l'impose un peu, quoi. À ce moment-là, tu réalises que c'est pas ce que tu veux faire ou tu te dis: «Bon, effectivement, j'écoute mes parents parce que, ils ont peut-être plus d'expérience et ils veulent le meilleur pour moi donc OK, ils ont peut-être raison, donc je fais une école de commerce». En fait, comme beaucoup de gens, je savais pas ce que je voulais faire, en fait. Donc quand tu es jeune, tu te bases beaucoup sur, ce que te disent tes parents, ce que te disent tes proches. Alors quand tes parents, ils disent de pas faire ça et que tous tes amis font commerce, tu te dis, tu suis comme un poisson, hein, tu suis le fleuve, le troupeau et je me suis dit quand même, je me rappelle très bien de cette pensée, je me suis dit: «Bon, je vais faire commerce, mais je me dis pour me rassurer à moi-même, au pire, au moins, tu vois, je m'axerai dans la communication, je ferai quelque chose qui s'apparente le plus proche de tout ce que je voulais faire et au moins ça m'apprendra à monétiser, cette passion plutôt artistique et cetera. Mmh. Peut-être que ça va m'apprendre des choses, mais dans ma tête quand même, je voulais que à la fin je puisse monétiser le truc que je voulais faire donc en fait que le commerce ça soit, un plus par rapport à ce que je voulais faire de base. Ouais, t'avais déjà, ton petit plan, derrière la tête où tu t'es dit: Inconsciemment, «Ouais, ouais, je pense. OK, Mmh. trop bien». À ce moment-là, donc tu fais tes années d'école de commerce. Tu rentres Qu'est-ce qui se passe juste après du coup l'école? Est-ce qu'il y a une expérience dans le salariat ou pas du tout? Et comment est-ce que se passent tes premiers pas du coup dans la vie active? Alors du coup, je rentre en école de commerce, donc le lycée avant qui était, je suis parti en internat, c'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis, D'accord. 1 expérience de grande liberté, loin de mes parents. Je vais en école de commerce. Donc en école de commerce, il y a cette petite anecdote où en fait j'étais donc au BBA EDEC et il y a une grande vie étudiante avec beaucoup d'associations et je me rappelle en fait qu'à l'époque il y avait toutes les assos, il y avait la course croisière EDEC, il y avait Voile et Spem Ouais. qui était très Mmh. prisée, mais voilà, il fallait déjà être un peu dans que tes parents puissent financer l'asso, etc. Donc moi en fait personne voulait de moi, le petit première année et la seule asso que j'ai trouvée qui me ressemblait c'était le BDA, donc le Bureau des Arts. Voilà, donc j'étais rentré, j'ai dit que je faisais du piano, que je commençais déjà un peu à faire de la vidéo, que j'avais appris au collège-lycée. Je commençais déjà à toucher After Effects, je faisais un peu, tu sais, avec un faux flingue, je faisais des faux effets de flingue, ça J'adore. m'amusait. OK. Et en fait, c'est pendant une soirée organisée par le Bureau des Arts, ils cherchaient quelqu'un pour faire la vidéo promotion et une vidéo qu'on diffuserait dans la salle dans la boîte de nuit où on en faisait la soirée. C'était une soirée pyjama, on avait appelé ça la soirée pyjama, je crois. Et en fait, j'ai pris toutes mes vacances pour me mettre sur After Effects, sur Premiere Pro et de faire un film de fou pour parce que ça m'éclatait et voilà. Et en fait, ce film a cartonné au BBI Deck et en fait, personne savait faire de la vidéo à l'époque. On n'était pas encore C'est dans ces clair. générations de Ouais. TikTok, etc. Et du coup, tout le monde est venu me voir en mode: «Ah mais putain, tu fais de la vidéo, mais t'aurais dû nous dire». Donc la CCE, enfin la Voile et Spem qui vient me voir: «Ah mais t'aurais dû dire que tu savais faire de la vidéo. L'année prochaine, on pourrait te prendre», etc., Finalement, etc. ouais. Donc finalement, je me suis dit: «2e année, j'aurai le choix».
Mais je vais pas faire de choix. En fait, je vais soit je rentre, parce que le BDE me faisait de l'œil aussi, et donc j'ai dit soit on est élu BDE à notre liste, je reste au BDE, ou alors je crée mon asso d'audiovisuel, ce qui me permettrait de pouvoir faire de la vidéo à tout le monde. Trop sympa. Et finalement, je suis resté au BDE et j'ai créé T'as mon fait les deux association finalement. voilà, de vidéo. Incroyable. Qui était la première du coup, Ouais, ça n'existait pas. ça n'existait pas. Et là, elle existe encore. Tous les ans, il y a Génial. un nouveau bureau, ça s'appelle Buzz. Et c'était ma première aventure, entrepreneuriale et mon tout début en fait de passion de vidéo et de raconter des histoires, etc. Trop bien. Donc ça, c'est l'école de commerce. Et ensuite, en fait, c'est arrivé que j'arrive en stage de fin d'année dans une agence de publicité et je suis un peu dégoûté de ce milieu. Et je commence à être passionné par la vidéo. Je sais que je veux faire quelque chose avec la vidéo, mais filmer les entreprises, ce que j'ai commencé à faire, j'ai acheté ma première caméra en faisant une mission auto-entrepreneur. C'est pas ce qui va me plaire. Ce milieu-là, il commence un peu à me, voilà. Et c'est mon meilleur ami justement. Donc fin d'école, je termine mon stage de fin d'année et j'ai enfin une année où on me dit pas quoi faire. Il n'y a pas mes parents qui me disent faut que tu fasses ci ou machin, t'es obligé de faire ça. J'ai fini le MBA EDEC, je fais ce que je veux. Donc quand même là, t'as ta famille qui te dit attention, si tu sors du Bien parcours, sûr, fais quand oui. même un stage, ton CV, C'est clair. t'as l'impression que tu vas mourir si tu Ouais, sors des rails, quoi. vraiment. Donc mon meilleur ami qui me dit écoute, je sais que t'es encore hésitant, machin. Lui, il partait faire des études au Mexique. Et il me dit je pars aux études au Mexique, si tu veux viens, on part un mois avant au Pérou, Bolivie, faire un road trip. Et moi je dis road trip et tout. Oh, mais j'ai jamais fait ça. Tu sais, je cherche sur internet, je vois les cartels, la drogue et tout, mais je dis mais on va jamais rentrer vivant. Et en fait, c'est en faisant ces recherches, comment faire un sac à dos et tout, je me dis pas pourquoi pas, que je tombe sur les vidéos d'Alex Viseo Ok. sur le monde de YouTube que je connaissais pas. Et je vois ce gars qui m'explique comment faire un sac à dos pour partir voyager en road trip. Et je cherche un peu, je regarde ses vidéos et je dis putain, le mec il vit de ça. Il fait des vidéos de voyage et il est payé pour ça. Et je dis mais attends, moi je fais de la vidéo, je pars voyager, ça se trouve il y a peut-être un truc à faire là. Et donc je prends ma première caméra, mon truc, je suis mon meilleur pote. On se dit bon, un mois je vais faire du contenu et au pire je le rejoins au Mexique et je cherche un stage à l'étranger. Et en fait, j'arrive Pérou-Bolivie et là je suis piqué par le voyage, quoi. Il se passe quoi à ce moment-là dans ta tête? C'est quoi? C'est une révélation? C'est un déclic? Ouais, enfin je fais un truc pour moi et il y a ce côté de liberté extrême en fait, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, tu l'aimes pas, tu lui parles pas. Tu rencontres quelqu'un, tu l'aimes bien, tu restes avec lui. La ville t'aimes pas, tu changes de ville. Tu fais ce que tu veux. T'es libre, ouais. Ouais, et tu sors de ta bulle aussi. Cette bulle d'école de commerce, cette bulle que tu avais de ta famille, de tes parents. Tu rencontres des gens qui pour nous ici, on a l'impression que c'est des gens perdus, et tu les rencontres, et en fait, ils te racontent leur histoire. T'en as un qui vivait à la capitale du Bolivie, qui est une des capitales les plus dangereuses, un Français qui a tout lâché, qui vend des bracelets dans La Paz, dans le village, l'autre qui a tout lâché pour faire ceci, l'autre qui a tout lâché. Et tu te rends compte qu'il y a plein de vies possibles. Et en fait, ce qui devait être un mois à voyager Pérou-Bolivie s'est transformé au final. Donc lui, je l'ai laissé au Mexique et ça s'est transformé en un an à voyager T'es resté autour du un an monde. du coup, et donc premier mois avec lui et le reste de l'année solo du coup. C'est ça, premier mois avec lui Pérou-Bolivie. Ensuite, je l'ai accompagné au Mexique. Ok. Pendant un mois, je suis resté au Mexico City avec lui à monter ma vidéo. J'ai mis un mois à faire mon premier film qui a pas du tout marché. Et ensuite, j'avais la bougeotte, j'ai dit attends, il faut que je parte. Donc je suis parti pour la première fois tout seul au Mexique pendant un mois, mais j'ai rencontré quelqu'un qui justement me suivait sur les réseaux et on a un peu voyagé ensemble, donc j'étais pas totalement seul. Et c'est ensuite où je suis rentré entre deux pour me refaire de l'argent, parce que ça coûte cher tout ça. Faire des petits boulots, j'ai fait des Livero, j'ai pour des... En France. Ouais, je suis revenu 2 mois en France. Et en fait, ça suffisait pas de faire des petits jobs. J'allais m'occuper de Airbnb, etc. aussi. Donc j'ai emprunté à la banque, chose à pas faire, pour voyager. Et je suis reparti voyager en Asie du Sud-Est, et cette fois seul. Ok. Et là, Alors, c'était... à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu te dis, ok, je tiens un truc et j'ai envie de faire de ces voyages, de mes vidéos, un métier? Ou est-ce qu'à ce moment-là, c'est juste
En fait, j'aime bien ce qui se passe en ce moment, j'aime bien mon train de vie, je me sens libre, je me sens bien, je me sens sans règles, sans normes et en fait, je vois où ça me mène. Est-ce qu'à ce moment-là, tu crées même tes réseaux? Enfin, qu'est-ce qui se passe cette première année, de semi-découverte, de ce que c'est de partir de la France, quoi? Bah, à ce moment-là, c'est un peu que j'ai l'impression de renaître, en fait, Mmh. d'avoir une toute nouvelle vie et je veux pas du tout que ça parte. Et en fait, je filme tout, mais je crée aucun contenu. Je me dis, je le ferai après. Donc je filme tout et je me dis, je m'en fiche, je sais pas si ça va marcher, je sais pas sur quoi ce que je vais faire, etc. J'ai commencé à créer mon Instagram, mais que j'utilise pas trop. J'ai créé Facebook, YouTube, je connais pas trop ce milieu encore. Et un peu l'échec de cette première vidéo de Pérou-Bolivie qui m'a un peu démotivé, mais je me dis, allez, c'est pas grave, continue. Et je me mets à fond à filmer tout ce que je fais. Et en fait, en Asie, plus je continue dans mes voyages, plus je commence à sortir des sentiers battus. En fait, au tout début, je suis pas vraiment parti tout seul en Asie quand je suis reparti. J'ai cherché sur des groupes de voyage. Il y avait un groupe sur Facebook qui s'appelait Voyageurs solo cherche compagnon. OK. Et il y avait une fille qui était une Parisienne qui partait voyager comme moi 6 mois. Et on s'est dit, bah viens, on y va ensemble. Au final, ça n'a pas du tout matché. On partait pas pour les mêmes raisons. Donc, au bout de 2 semaines, hop, ciao, je suis parti tout seul, elle de son côté. Et c'était la meilleure décision de ma vie parce que du coup, là, vraiment, j'ai expérimenté le voyage solo, cette vraie liberté. Et petit à petit, comme je disais, je sortais des sentiers battus. Donc, j'ai commencé de fil en aiguille, quelqu'un m'a dit, ah, tu sais que tu peux aller vivre dans un monastère bouddhiste. Ah ouais, ok. Je pris ma caméra, je suis allé vivre dans un monastère bouddhiste en Thaïlande avec ma petite tenue blanche et apprendre la méditation. Génial. Ça m'a changé, j'ai fait un film dessus qui a bien marché d'ailleurs en rentrant. Je suis parti au Vietnam, j'ai vu qu'on pouvait acheter une moto, j'avais pris une moto, j'ai traversé une partie du Vietnam en moto. Après, je suis allé en Birmanie où c'était encore un peu tendu, je suis allé dans des régions qui étaient un peu encore en guerre. Donc petit à petit, j'allais à droite à gauche comme un reporter, quoi. Et c'est en rentrant, je me suis dit à un moment, Mathis, faut que tu rentres. J'avais fait un bac plus 4 en baby high deck et je me suis dit quand même, là je sais que je me sens que je vais jamais rentrer sinon. Tu rentres, tu fais quelques démarches avant de rentrer. Quand j'étais en Asie, j'avais un peu démarché et je m'étais trouvé un master spécialisé en communication pour rentrer et au moins faire un bac plus 5 et me dire, tu vois, c'est là où il y a mon côté mes parents qui revenaient un peu en tête. J'allais dire à Ouais, quel moment, tu vois? Parce que tu vis des expériences incroyables. En fait, c'est vraiment on voit le tiraillement entre, oui, vraiment la raison et le ouais, cœur et c'est enfin, ce que la pression, on va dire, un peu même de la société, de ton entourage, vs ce que ton cœur te dit de faire, ton intuition. Donc tu rentres et tu réussis même. Enfin, pour moi, c'est un exploit de réussir après tout ça, de se remettre dans un cadre et dans un master, quoi. ouais, je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie, ça même encore aujourd'hui toujours dans Dans ce cette dualité, en ouais, fait. dualité qui en même temps apporte un équilibre Bien sûr, ouais. qui peut être finalement essentiel aussi. Mais c'est pas évident. Et donc, quand je suis rentré avec toutes ces images, je me suis dit, OK, bah, il fallait que je rembourse aussi mon emprunt étudiant, l'emprunt à la banque. Donc, je me suis dit, tu reviens. Et je me suis d'un coup plongé. Je me rappelle, j'avais une énorme barbe, j'avais laissé pousser ma barbe pendant 6 mois, j'avais fait un time-lapse et tout. Et là, je rase entièrement ma barbe, la petite chemise, tac, et je vais dans une société de prospection digitale, un truc super geek, dans le digital pour un peu apprendre les réseaux sociaux. Euh, et là, je me rappelle, j'étais devant mon ordi, je me suis dit un peu panique, regarde les billets d'avion et repars quoi. Et je suis resté 1 an à faire une alternance, la société de prospection digitale, avec ma petite chemise. C'était très difficile, une année très compliquée, et en plus, tous les week-ends, j'essayais de produire un peu de contenu, mais en fait, je me rendais compte que j'avais pas le temps à Mmh. revenir là-dedans. Et ils m'ont proposé un CDI à la fin, j'ai dit non. Donc je me suis retrouvé encore à livrer à moi-même en me disant là c'est bon, j'ai le temps pour faire des vidéos. Sauf que c'était des vidéos qui dataient d'1 an. J'avais pas forcément le courage de me remettre dedans, ça marchait pas forcément. Donc je me suis retrouvé dans cette période où j'étais finalement dans un entre-deux où j'étais pas prêt. J'avais Mmh. encore mon emprunt, j'avais pas complètement remboursé mon emprunt, etc. Là c'était une période assez compliquée où un peu ce rêve commençait à s'envoler. Tous mes proches autour qui commençaient à dire tu vois, ça va pas Je te l'avais marcher, je te dit. l'avais dit, trouve-toi un vrai job, etc. Là, c'était un moment assez compliqué. Et je me rappelle, un de mes meilleurs amis, donc le deuxième Arthur, une fois on avait pris un verre et j'ai dit je suis un peu perdu, je sais pas quoi faire et tout. Il me dit mais en fait, il m'a dit mais
juste pars et fais pour toi, quoi. Cherche pas repars comme t'as fait au début et cherche pas à faire en sorte que ça marche ou etc. Et je me suis dit, ouais, il a raison. Donc là, j'ai commencé un peu à monter à ce projet que je voulais faire depuis très longtemps. C'était de partir en Islande. C'est un pays qui me faisait rêver. Et j'étais tombé amoureux de la randonnée pendant mes voyages à travers le monde, là. Et la nature, tout ce que je connaissais pas, en fait. Et je me suis dit, je vais faire une des randonnées en Islande, une randonnée, et je vais tenter de filmer et faire un film. Et quand je cherchais sur l'Islande, j'ai vu que c'était très touristique Mm. et qu'il y avait beaucoup trop d'humains en fait. Et moi, je voulais me retrouver seul dans la nature. Et j'ai vu sur un blog vieux qui datait, j'ai vu qu'on pouvait traverser l'Islande à pied, du nord au sud ou du sud au nord, mais que c'était un peu Ouais. bancal quoi. Donc j'ai un peu creusé et en fait je me suis dit bah Mathis, je vais partir traverser l'Islande du nord au sud, alors que j'avais bivouaqué que 2 fois dans ma vie avant, et en faire un film, un documentaire. Et ça marque un peu le début de Tortuga à ce moment-là. Parce que du coup l'année passe, je prépare ce projet, sans fond, je sais pas trop où je vais. Et en fait, à un moment, je tombe sur une annonce de Michel et Augustin, Ok. la boîte de biscuits, qui cherchent leur nouveau, comment ils appelaient ça déjà? Reporter de l'extrême. Hein, Ok. reporter, on dirait un peu moi et tout. Donc ouais, envoyez vos vidéos. Je vois, il y a des milliers de likes sur leur post, une boîte, tu sais, qu'on chérit quand t'es en école de commerce. Donc je me dis, bah, je vais envoyer une petite vidéo, même si je cherche pas de job. J'ai fait une petite vidéo pour Michel et Augustin. Je leur ai envoyé en me disant, de toute façon, je cherche pas de job, ils vont pas me prendre, bref. Et à un moment où j'étais pas au top, donc je m'étais dit, pour m'entraîner pour l'Islande, je vais partir c'était, je crois, en Slovénie, je prends mon sac, j'ai pris mes auberges sur place, etc. Je pars. Il faut que, comme m'a dit mon pote, il faut que je parte pour moi. Mais je me rappelle, mes sacs étaient prêts, mon sac à dos, machin, j'avais pris les bus, les trucs, et j'étais devant la télé, j'attendais 10 minutes ou 15 minutes avant de pouvoir partir, aller choper mon bus dans Paris. Et je reçois un appel de Michel Augustin qui disent on a adoré ton profil, on veut te rencontrer et tout. Et je leur dis alors super, mais par contre j'ai prévu de traverser l'Islande cet été pendant 2-3 semaines. Ah mais non, on adore ça, on a sponsorisé Mathieu Torder, l'aventurier, t'inquiète, on te laissera tes 2-3 semaines. Ah ok. Par contre là je pars dans 10 minutes en Slovénie. Ah non, 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 par contre là on aimerait bien te rencontrer demain, faut que tu viennes, faut qu'on te rencontre. Ok. Donc choix à faire, un des plus gros choix à faire, j'ai appelé mon meilleur pote, qu'est-ce que je fais, est-ce que je pars et tout. Donc j'ai décidé encore de choisir la raison. J'ai annulé mon voyage, je suis allé chez Michel Augustin et au final je pense que j'ai très bien fait parce que bah, j'ai renfloué les caisses, j'ai mis de côté, donc j'ai remboursé mes emprunts. J'ai appris plein de trucs parce que je me suis occupé en fait de tous les réseaux sociaux de Michel Augustin. C'est génial. Et surtout, j'ai appris un truc, c'est que les boîtes, c'était pas fait pour moi, le monde de l'entreprise, parce que je me suis dit, si Michel Augustin, tu te casses, c'est que c'est pas fait pour toi. Et au bout d'un an, bah, j'ai dit que je partais pour vraiment, parce que je voulais choisir ma passion, Tortuga, que j'étais enfin prêt. Et ils m'ont sponsorisé l'Islande, donc je suis parti, Génial. j'ai traversé l'Islande à pied. Et, euh, et du coup, ils m'ont même, tu vois, ils ont été super cool, ils m'ont fait une rupture conventionnelle pour pouvoir m'aider, machin. Donc je quitte Michel Augustin et là on est début 2020. Ok. Et là, ça marque vraiment pour toi le début vraiment de Tortuga, de ton métier d'aventurier. À quel moment t'es assis à ton bureau et tu te dis, ok, je vais devenir aventurier, tu vois. Ok, en fait, cette vie-là, j'ai essayé et pour le coup, tu l'as vraiment fait, tu vois. Tu t'es revenu, t'as réessayé. Mais à quel moment, en fait, on a la force et le courage de se dire, ok, j'y vais à fond, en fait. Bah en fait, donc je quitte mon job en 2020 et qu'est-ce qui se passe? C'est le Covid. Ouais, ouais. Donc En là il y en a plus. plein que ça aurait pu. Enfin, je choisis une vie de Ouais. voyage et d'aventure et on peut plus voyager. Et en fait moi j'ai eu ça comme une aubaine parce que j'avais enfin du temps pour moi pour monter le film de l'Islande et euh, et avec toutes ces images et les gens pouvaient pas voyager à ce moment-là. Il y avait pas de contenu de voyage. Et en fait j'ai monté ce film, je l'ai posté sur YouTube. Il y a ce fameux Alex Viseo avec qui on avait commencé à échanger, qui était quand même mon idole de base, Mm. qui me dit écoute, bah on fait un podcast, je t'appelle, on fait un podcast sur ton film l'Islande, qui m'a aidé à montrer un peu ce film-là. Et en fait, gros succès sur YouTube, quasiment 1000 personnes connectées en direct, ce qui était énorme à l'époque pour moi, à regarder mon film d'à peu près 1 heure.
et plein d'influenceurs voyage qui relaient Chloé Clem que je suivais. Et c'est là, en fait, je pense à ce moment-là où je me suis dit, et puis des demandes de partenariat, est-ce qu'on ferait pas un truc après le Covid? Et c'est là où je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est peut-être, je tiens le truc. C'est ce film que j'ai fait là, donc avec toutes mes galères, assez vrai, parce que je voulais le faire pour moi, qui était orienté aussi parce que c'était l'année où il y avait un glacier qui avait fondu à cause du réchauffement climatique, donc j'étais parti à la rencontre du Vatnajökull, le film Seul en Islande, et en fait je me suis dit, je tiens le truc. Maintenant, je vais faire des films d'aventure comme ça, et là, il faut que je réfléchisse à mon prochain projet pour dès que on sort de confinement, quoi. T'as eu à ce moment-là, tu dis ok, j'y vais à fond. Est-ce que t'as peur? Est-ce que tu t'appréhendes ou tu dis mais en fait, en vrai, c'est quoi le risque? À ce moment-là, vu qu'on est un peu dans un côté, un contexte de Covid, c'est vrai qu'on est jamais, on est un peu dans le flou, quoi. Mais je suis assez confiant. En plus, j'étais assez bien à ce moment-là. Enfin, tu vois, tu as enfin ton film qui fonctionne, etc. T'as plein de projets dans la tête, et je me dis, bah tant pis, tu vois, je vais m'adapter. Et bah, on peut pas voyager autre part qu'en France, donc bah il y a la France. J'ai traversé l'Islande, je vais traverser la France. À pied, c'est compliqué. Ah, le vélo, je connais pas. Tac, hop, je vais m'acheter un vélo. Finalement, on me l'a prêté chez Decathlon, et j'ai traversé la France à vélo. Génial. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, par contre, il y a des chances que ça marche pas financièrement. Mais c'était pas, pour moi, c'était pas ça le succès, c'était pas d'avoir plein d'argent grâce à ça. Donc, je savais qu'à un moment le chômage allait partir assez rapidement. Donc, je me suis axé sur une vie où il y aurait pas beaucoup de dépenses. Donc, c'est pas mal de sacrifices, c'est-à-dire au début, tu reviens chez tes parents. Bon, j'ai de la chance, mes parents sont à la retraite, donc ils sont pas souvent ici. Donc, de base, j'étais rentré à la maison. Euh, ça veut dire bah, du coup pas pouvoir beaucoup consommer, pas aller au restaurant, etc. Et de tout consacrer au voyage. Et à ce moment-là où j'ai commencé à choper ce rythme, j'avais un peu moins peur de me retrouver à la rue parce que j'avais pas d'obligation, plus de crédit, plus ces choses qui finalement te retiennent et qui beaucoup ont peur justement de se lancer dans des aventures parce qu'il y a toutes ces choses de la société bah, en fait, qui te Qui te bloque, menottent, quoi. quoi. Ouais, Ouais. complètement. Et tu parles effectivement de ok, de base, t'étais pas voilà un sportif, un aventurier. Tu découvres un peu le voyage grâce à ton meilleur ami au départ. Euh, Comment est-ce que tu prépares chacune de tes expéditions, de tes voyages? Voilà, le vélo, tu t'achètes un vélo, ok, très bien. Ton itinéraire, tu traverses quand même l'Islande à pied. Enfin, comment ça se prépare? Comment on peut même faire face à l'imprévu? Comment tu t'organises en fait avant de partir? Alors ça dépend un peu des aventures. Il y a même aujourd'hui, il y a des fois où je pars vraiment pas trop très préparé. À la one again, quoi. Ouais, un peu. Ok. Et justement, tu as dit éviter les imprévus, mais Ouais. le but, c'est que tu as envie de vivre aussi des imprévus. Ok. Et beaucoup de gens, en fait, oublient. Moi, j'ai eu t'as beaucoup de haters qui vont te dire quand je traversais l'Islande ou des aventures, des vrais aventuriers à l'époque, pour moi, des vrais aventuriers qui viennent me voir et qui me disaient, Mathis, enfin, ce que tu fais, c'est du pipi de chat. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Toi, t'es pas bien entraîné, tu fais pas le bon équipement, etc. Mais je me rappelle quand j'étais parti en Islande, j'avais trouvé le contact d'une fille qui avait traversé toute seule l'Islande, et elle m'avait dit qu'elle avait fait en basket avec enfin aucun matériel. Et donc cette nana elle avait fait le Népal, elle avait fait plein de trucs, elle est juste pas sur les réseaux. Mais en fait, tu peux le faire pieds nus si tu veux. Tu Ok. peux le faire pieds nus, mais évidemment, tu as un risque plus important. Donc pour pallier au risque quand même, parce que c'est bien de rentrer en vie, il faut toujours en fait le principal, le plus important, je pense, surtout au début, c'est, même si c'est parfois un job solitaire où il n'y a pas beaucoup de gens autour de toi qui le font, c'est de s'entourer un minimum, avoir des conseils, que ce soit l'aventure ou l'entrepreneuriat d'ailleurs. C'est d'aller chercher des gens qui ont fait ce genre d'aventure et qui vont pouvoir te conseiller. C'est ce que je recommanderais le plus, parce que tu t'as beau acheter tous les guides du monde ou t'entraîner, etc. Quelqu'un qui te dit, ah mais tu vas avoir un conseil personnalisé, il dit bah en fait par rapport à ton gabarit ce serait mieux que tu fasses ça aussi.
quand même, ça facilite la tâche. Après, il faut toujours un peu aussi prévoir le pire. Par exemple, l'Islande, je me suis noté les plus principaux dangers. Donc, c'était la météo. Donc, la météo, j'ai acheté l'équipement qu'il fallait. J'ai prévu au plus chaud. Même d'ailleurs, j'ai prévu trop chaud. Un des principaux soucis, c'est aussi de se perdre. Donc, comment tu fais pour pallier à ça? T'achètes au moins un GPS, t'essaies d'apprendre à lire une carte, t'achètes même un deuxième GPS au cas où le premier tombe en panne. Sur ton iPhone, tu mets ta carte. Faut vraiment que tu sois sûr de ne pas pouvoir te perdre. Et j'ai tellement reçu de commentaires quand je me préparais à l'Islande de gens qui l'avaient plus ou moins fait. Et je me rappelle d'un message d'un mec qui m'avait dit, écoute, par rapport à ce que tu me demandes, pose comme question, mais t'es pas prêt du tout, tu vas mourir là-bas, ne le fais pas. On m'avait déjà mis des bâtons dans. Ah oui, waouh, Ouais, ok. très en mode fais la randonnée balisée, c'est pas, enfin t'es un amateur, c'est inconscient ce que tu fais là. Oh, là je m'étais pris une claque. Je me suis dit le mec là il y a peut-être des chances que j'y arrive pas quoi. Et donc pour pallier à ça, en fait faut pas abandonner, faut juste réfléchir un peu et se dire bon le mec a dit qu'il y a des gros risques potentiels que j'ai des soucis. Donc j'ai appelé 2 personnes que j'avais rencontrées dans mes voyages en Asie justement, dont un qui faisait de la création de contenu aussi, Pierre. Et j'ai dit écoutez les gars, bon alors je peux pas vous payer et tout, mais je peux essayer de vous défrayer, peut-être vous payer un peu le billet d'avion. Vous venez avec moi et vous êtes mon équipe technique pour essayer de me filmer et tout. Ils ont pas pu me filmer parce qu'on a loué une voiture très économique qui ne passait pas du tout évidemment par les endroits machin. Ça a fait le charme du film d'ailleurs. Mais au moins j'avais 2 personnes sur place qui savaient, j'avais un boîtier qui leur envoyait ma position. Donc si j'avais un souci, les gens étaient prévenus, ouais. J'ai pas fait n'importe quoi. J'ai prévenu les rangers sur place. Faut vraiment que plus de personnes possibles soient au courant de ton itinéraire, etc. Comme ça, tu minimises à fond les risques. Tu dirais que t'es insouciant ou juste quelqu'un qui a envie de vivre ses expériences à 100% et peu importe ce que peuvent penser les autres, ou te dire c'est impossible, ou est-ce que c'est une mentalité de ah bah parce que vous pensez tous que c'est impossible, je vais le rendre possible. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui te donne cette force en fait d'y aller alors que de base c'est pas ton domaine de prédilection et que certains ne parieraient pas sur toi? Alors, pour le côté inconscient, justement, si je partais sans projet derrière, vraiment la one again, ou que beaucoup d'ailleurs, que maintenant je rencontre des gens dans ce milieu-là qui font, là, il y a ce côté inconscient. Justement, moi, je suis toujours un peu torturé par ce côté où j'aimerais justement partir inconsciemment, faire le tour du monde à pied et tout lâcher derrière moi. Donc, finalement, j'essaye quand même toujours d'avoir ce côté, il y a toujours un projet derrière, d'essayer de créer du contenu. Donc, il y a ce projet entrepreneurial. Et en même temps, de ce côté, c'est une question assez compliquée parce que même aujourd'hui, je cherche encore la réponse, mais c'est un peu un mix de tout. Il y a une volonté un peu de fuite d'un monde qu'on m'a toujours imposé et qui me plaît pas. Ce côté de faire un peu comme tout le monde. Moi, je vois que tu vois, maintenant que tout le monde s'est mis à randonner, à faire les mêmes trucs, je suis là en mode, je vais faire autre chose, quoi. Il y a un peu ce côté fuite où tous les gens s'amassent, j'ai envie de partir tranquille et en fait, il y a quelque chose qui me prouve beaucoup, c'est que on a beau me dire plein de trucs depuis que je suis jeune, alors que ce soit mes parents, mes proches ou même tes professeurs, enfin tout le monde, que finalement il y a beaucoup de faux et de bullshit. Ça me prouve que ouais, tu peux réussir à faire des choses que tout le monde t'a dit que tu pouvais pas réussir, et surtout qu'il y a d'autres façons de vivre. Tu peux vivre avec sans trop de contrats, tu peux vivre sans vouloir forcément monétiser, tu peux vivre que d'amour et d'eau frais. En fait, t'as plein de façons de vivre que je me rends compte, que je croise plein de gens qui ont fui aussi un peu le monde capitaliste et en fait
Au début, j'y croyais pas, mais en fait, oui, tout est possible. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et on s'en rend pas compte, quoi. Mmh. Aujourd'hui, tu as fait combien de pays? Un petit paquet, je sais pas. Et à chaque fois, du coup, comment ça se passe? Tu pars et donc tu reviens en France, et c'est à ce moment-là, du coup, que tu montes, ton contenu. Comment tu gères justement, tu parlais d'équilibre, notamment même cette année où ça a été, Mmh. voilà, un peu un tournant aussi, pour retrouver cet équilibre. Comment tu gères justement ces va-et-vient et le retour à chaque fois sur, bon, bah, sur la capitale, qui Mmh. j'imagine n'est pas forcément simple? Bah, alors, au final, par exemple, le retour à la capitale après mon voyage d'un an de road Ouais. trip, là, c'était compliqué parce que Mmh. j'étais pas sûr de repartir après. Mais aujourd'hui, vu que je sais que je vais repartir, je suis toujours content de revenir. Alors, OK. pas trop longtemps, mais là, par exemple, je reviens du Cap-Vert, donc j'ai traversé une île, Santa Antao à pied, qui est incroyable d'ailleurs, donc qui est à côté, pas loin de l'Afrique. Première fois que je fais ce continent d'ailleurs pour une aventure. Et bah en fait, quand tu t'es sous 40 degrés, que t'as plus beaucoup d'eau, que tu morfles avec ton gros sac, bah tu penses à ce retour. Et d'ailleurs, moi, quand je rentre, j'aime bien me faire ma petite série, parfois chiller, jouer à un petit jeu, Mmh. enfin, de revoir mes potes. C'est le confort nous manque. Et donc, je suis content de rentrer. Ça fait du bien. Et je suis content de rentrer parce que quand je rentre, du coup, bah, je peux travailler sur mes autres projets, sur un nouveau projet, etc. Bosser sur les autres clients aussi, parce que j'ai des clients qui me commandent des vidéos, mais qui ont rien à voir avec le voyage, par exemple, aussi, qui me OK. permet de me rémunérer. Donc, il y a un peu cette petite vie, ce retour, tu sais, un peu comme quand tu vois des films de flics où t'as le flic qui est à l'action toujours sur le terrain et puis quand il Mmh. rentre il a plein d'administratifs que pas forcément on voit pas. Bah il y a toujours ce côté où tu rentres, tu retrouves ta famille et après t'es toujours content de repartir. L'autre jour je m'imaginais un peu, bah justement en reparlant de jeux vidéo ou autre, c'est un peu comme tu sais quand tu fais des missions dans les jeux ou dans les films, bah t'as toujours ta base un peu où tu rentres et tu peux te ressourcer machin et tout. Bah c'est un Ouais. peu la même chose, ouais. C'est le ravitaillement. Le ravitaillement, ouais, c'est Ouais. ça, au OK. camp de base. OK. Trop bien. En fait, tu rentres, mais tu dois quand même avoir une petite destination en mode dans ta tête, en mode: «OK, le prochain, c'est dans tant de temps». Tu restes en général combien de temps en voyage, slash, rentrée ici, en France? Alors voyage, c'est toujours à peu près la même chose, ça peut être d'une semaine à un mois max. D'accord. Par exemple, une de mes dernières aventures qui étaient longues, c'était la Mongolie. Je traversais une partie de la Mongolie à cheval, donc là c'était vraiment une volonté de faire un film avec un cadreur, une équipe. C'était un gros projet que j'avais préparé pendant 2 ans. Et je me rappelle qu'au retour de ce projet qui m'avait pris énormément de préparation, et ben je suis resté quand même assez longtemps sur Paris, plusieurs mois, et que j'avais mal vécu d'ailleurs. Je me Mmh. rappelle, c'était un peu compliqué. Et maintenant, ouais, c'est à peu près ça, 2-3 semaines. Après, je passe toujours un peu plus de temps quand même ici. Donc, je vais rentrer 1, 2, voire 3 mois, et ensuite OK. repartir 2-3 semaines, un mois, revenir 2-3 mois. C'est dur si on te pose la question, quelle a été ton aventure la plus marquante ou le pays qui t'a le plus marqué? Bah, généralement, je réponds que là, enfin, en fait, toute aventure a son propre, ça te marque d'une façon ou d'une autre, quoi. Forcément, l'Islande, c'était la première aventure la plus sensationnelle. J'ai quand même parfois, je me suis posé des questions à savoir est-ce que vraiment je vais y arriver ou pas. L'Islande, il y avait ce côté dans des aventures comme l'Islande où, enfin, il y a ce côté où quand tu pars, tu peux pas vraiment abandonner. Quand tu es au milieu de l'Islande, t'as personne pour venir te chercher. Et donc, c'était assez marquant dans ce côté où là, tu te dépasses vraiment. Il y a des moments où je voulais abandonner, quoi. Alors que OK. quand là, je suis revenu du Cap-Vert, parfois tu passes dans des villages, t'as des routes, tu peux dire à un mec, bon bah je rentre, quoi. Et donc t'as toujours une échappatoire que t'avais pas en Islande. Mais après, je pense qu'une des dernières aventures qui m'a le plus chamboulé, où je me suis remis en question sur ce côté sportif de l'aventure, où je me suis dit que peut-être je voulais refaire des aventures un peu plus humaines. J'ai traversé un lac gelé avec 2 autres aventuriers en Laponie finlandaise. Donc on a dormi sous -40, etc. Ah oui, quand même. Et c'était 2 ultra trailers.
Et donc, c'était super sportif. Et j'étais encore fumeur à l'époque, Ah, t'imagines? Ouais. super! Donc, je fumais ma clope électronique Oh derrière, je me rappelle. non! Oh Et en là fait, là. physiquement, j'ai T'as douillé. morflé, ouais. Donc, mentalement, ça va. Il m'a dit, le gars, c'était un aventurier un peu à la Mike Horn, avec un bras en moins et tout. Ah oui, d'accord. Et à la fin, donc, il était très dur avec moi, avec Andy qui était avec moi aussi. Et à la fin, il m'a dit, ouais, Baptiste, faut vraiment que tu te reprennes physiquement, là. Ton équipement aussi, il est un peu haché. Bon, par contre, le mental, ça va. J'avais pas bronché. Je me suis dit, allez, question d'estime. Donc, on y allait jusqu'au bout quand même. Et là, il y a pas longtemps, je reviens la jungle amazonienne, là, cet Waouh! été. Incroyable. Première fois que je teste ce milieu, moi qui étais dans les milieux très froids. Et j'ai vécu chez un pêcheur, donc là, c'était pas du tout physique. À dormir dans le hamac en bas de chez lui. On allait pêcher. Il y a un moment, met des filets, et puis il se bat avec un truc. Je me dis, c'est pas un poisson un caïman. Tac, il branche la tête devant moi. Il dit, on va Classique, manger ouais. ça. T'as déjà mangé du caïman? Je dis, bah non. Alors on va bouffer ça. À pêcher des piranhas et tout. Et en fait, là, cette expérience, du coup, moins sportive et plus humaine, elle m'a pas mal marqué parce que j'ai découvert une autre façon un peu de faire de l'aventure que de douiller physiquement. Et je pense que je vais me tourner de plus en plus vers ce côté un peu plus humain, rencontrer des gens qui vivent autrement, que forcément de partir tout seul à se faire beaucoup de mal. Et justement, tu parles de bah, que voilà, faut être aussi capable mentalement, que effectivement il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, des moments j'imagine où tu as eu envie d'abandonner. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête pour avancer, pour continuer à avancer? Dans ces moments-là, Ouais. oh, Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui te donne envie de te dire en fait non, tu vas pas lâcher? il y a beaucoup de pensées qui me disent qu'est-ce que tu fais à faire des vidéos de voyage, d'aventure? Pourquoi tu fais pas YouTuber gaming? Ça, je me suis dit plusieurs fois, ou montrer. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, Tu qu'est-ce vois? que ça? Tu Oh. peux avoir des moments, est-ce que même j'imagine que tu as eu des moments où tu t'es dit mais pourquoi? Pourquoi? Hmm. Qu'est-ce que je fous là? Ah, Pourquoi tout je le temps, me souvent, ouais. Ouais. Souvent. Et généralement, je me dis, je finis ce truc-là Mmh. et j'arrête. Et en fait, t'arrêtes jamais. Donc en fait, il y a ce côté de, bon, t'es là, tu le fais à fond, tu vas le faire. Parfois, t'as froid, t'as faim, et je vais quand même sortir la caméra. Bon, allez, tu fais ce plan-là. Au moins, il y a toujours cette volonté quand même de finir ton travail bien. Et je me dis, là, vas-y, je rentre chez moi et après, c'est terminé, quoi. Sauf que tu le termines, et c'est plus au moment où tu le termines, tu te dis, oh, tu sais, t'es fier, tu te dis, putain, le truc, tu l'as fait, tu vois les images et tout, tu te dis, ah ouais, quand même, ah ouais, bon, peut-être qu'il faudrait, allez, on en refait une petite dernière, tu sais, t'attends un peu. Bon, ouais, on le refait, mais c'est le dernier. Et tu le refais. Et souvent, c'est comme ça, en fait. Mmh. Tu te jettes dans un truc, par excitation, et aujourd'hui, en fait, bah, je sais pas, c'est devenu comme, il y a toujours, en fait, des moments où tu sais, c'est des gros hauts et des gros bas dans l'aventure. Et t'as des moments où je suis en plein dans un paysage incroyable, je mets mes écouteurs, je mets ma musique préférée. T'as le coucher de soleil et j'en ai quasiment les larmes aux yeux, tu sais, t'as une bouffée d'émotions assez forte. Et c'est ça que tu te rappelles, en fait. C'est pour ça que tu as envie de retourner, de choper ces moments-là. Et effectivement, bon, bah, t'as tous les moments très, très bas où généralement ton cerveau en fait abstraction. C'est là où OK. c'est pas marrant. Mais à chaque fois, ouais, je me dis, en fait, c'est la dernière fois, et à Ouais, chaque et fois, au tu y final, retournes. et puis c'est l'adrénaline de la fierté aussi d'avoir réussi, cette sensation, bah, de se surpasser Mm. aussi, à chaque fois. Est-ce que tu as eu un moment où tu as vraiment eu peur? Ouais, oui, j'ai eu des moments où j'ai vraiment eu peur, bah, l'Islande notamment. Il y a eu deux moments. Il y a eu un moment, en fait, il y avait une rivière à traverser, donc on appelle ça des gués, G-U-E-T, qui sont des rivières où t'as pied, que tu traverses souvent en randonnée. Et en fait, il y en a un en plein milieu de l'Islande, donc t'es à cet endroit-là, et les rangers m'avaient dit, donc les autorités m'avaient dit, si t'as un problème, on te met 24 heures pour venir te chercher. Et en fait, j'étais au plus près du Vatnajökull, donc le plus gros glacier d'Europe. Et il y avait un truc qu'il fallait pas que je fasse, c'était d'arriver à midi, parce que midi, même s'il fait frais là-bas, c'est le moment le plus chaud, et donc où le glacier fond le plus, Mmh. et où le courant de ce gué est au maximum. Et en fait, j'arrive devant cette rivière, et je vois le truc super large, j'en vois quasiment pas l'autre bout, et je dis, oh, faut que je traverse ça, et le courant était tellement fort qu'il y avait des blocs de glace et de rochers qui étaient transportés. Et le truc, c'est que en fait, j'étais limité en vivres, en eau, en tout. Donc fallait pas que je prenne du retard.
Normalement, avec du recul, je me dis que là, j'aurais dû poser ma tente et perdre du temps OK. si j'étais plus préparé et j'aurais pas dû tenter le coup. Mais j'y vais. En plus, l'eau est trouble, donc tu vois pas le fond. Donc t'avances petit à petit, t'enlèves donc tes chaussures, ton pantalon, tu mets tout autour du cou, tu détaches ton sac au cas où t'es emporté pour laisser tes affaires partir. Et t'avances avec tes bâtons pas par pas. L'eau est gelée, parce qu'elle Tu m'étonnes. vient de fondre, quoi. Et à un moment, donc tu te reçois des blocs de glace, machin, et à un moment, en fait, il y a d'un coup un fond, donc tu t'enfonces, et il y a l'eau qui arrive jusqu'à la taille. Oh, et là, je me dis, avec tout le poids de l'eau, le sac, j'ai failli me faire emporter, donc là, tu pars avec l'eau. Donc j'ai fait demi-tour, je me suis mis sur un petit îlot, et j'ai essayé de recouvrir mes esprits. Et je me suis dit, non, faut que tu retentes, faut que tu retentes. Et en fait, là, j'avais peur, tu sais, je me suis rendu compte comment je réagissais en tant que peur, donc je me criais à moi-même des ordres. Et là, vu que je sais que bah, tu sais, j'ai failli me faire emporter, tu as cette peur qui te monte en mode, putain. Donc j'ai retenté, donc j'ai réussi au bout du deuxième coup. Là, j'étais content. Donc j'étais encore fumeur à l'époque, j'avais une clope par jour. C'est fou hein, de se faire un Putain, truc bah physique comme ouais. ça. Donc j'ai arrêté depuis. Et j'ai remarqué quand même que t'es meilleur. Donc j'avais fumé ma petite cigarette en me disant, c'est là, voilà, tac, hop, mon petit coquille chez Augustin parce que Ah, quand j'étais même. sponsorisé Ouais. aussi. Donc ouais, là c'était un des moments où j'avais le plus peur. Et là, bah, quand j'en parlais, le Vercors par exemple, c'est Mmh. con, hein, mais juste à côté de chez toi, tu peux te prendre d'un coup dans une tempête et te dire, tu peux Mais ne c'est pas ça en rentrer fait, quoi. enfin, finalement on pense toujours que, les risques sont, ailleurs alors qu'en fait, ils peuvent être, juste à côté de Ouais, chez toi donc ouais, en fait, il c'est faut ça. être, attentif, à tout moment. Comment tu gères justement la partie, nourriture, ravitaillement? Parce que tu pars mais comment ça se passe? Est-ce que tu as faim? Enfin, comment tu gères? Alors, j'ai plus souvent soif que faim. OK, Tout ce qui est nourriture, donc ça dépend l'aventure, hein. Par exemple, quand j'ai traversé la Réunion, ouais, c'était en partenariat avec l'office de tourisme de la Réunion, donc finalement, t'as toujours de quoi manger le soir, t'es en refuge, etc. Dans les endroits habités, généralement, tu trouves toujours quelqu'un pour te nourrir. Dans les endroits comme l'Islande ou la Finlande, ou ces endroits un peu désertiques, ou même oui, bah, toutes les Laponies, là, t'es obligé de ramener ta nourriture avec toi. Donc quand tu pars en ski nordique, quand tu traverses par exemple le lac gelé d'Inari, on avait ce qu'on appelle une poulka, c'est un espèce de traîneau qu'on tire derrière nous et où tu peux porter plus d'affaires que sur le dos. Et donc on avait toute notre bouffe qui était, donc d'accord. généralement c'est de la nourriture séchée, lyophilisée, qui prend pas beaucoup de place, même si au début t'es quand même, c'est lourd parce que t'en as pour 2 semaines parfois. Et en fait tu le mets avec de l'eau bouillante et ça gonfle, ça te fait des pâtes, ça te fait du riz, ça te fait un vrai repas quoi. Donc il y a ça, et en fait le midi, surtout dans les pays où il fait très froid, tu peux pas vraiment te poser, faire ton réchaud, etc. Donc tu manges des petits trucs en marchant. Donc ça va être, toujours un sac de graines, de raisins secs, de fruits secs, etc. Un bout des produits non périssables, donc ça va être du fromage, du saucisson. Tu vas te couper le midi, manger un petit truc avec un morceau de pain, etc. Et donc faut bien ça. En fait, avec l'expérience, tu commences à connaître un peu le nombre de calories dont tu as besoin. Et plus tu avances dans l'expérience, plus tu t'arrives un peu à limiter le poids, tout mettre dans un même plastique. Il y en a même qui, tu vois, ils vont mettre tous les jours, tu as un petit trait pour, hop, une cuillère de Ah ça, de oui, OK, machin. OK. Et en fait, tu apprends ouais, à connaître un peu ce dont ton corps a besoin et Avec Ouais, l'expérience, quoi. ouais, c'est ça. Et physiquement, alors comment on se prépare et comment du coup t'es devenu pas du tout sportif à faire des trucs incroyables et à traverser des lacs gelés? Bon alors j'ai de la chance, je me suis rendu compte que j'avais un corps qui était plutôt résistant dans ces OK, milieux. Ça c'est déjà c'est un plus. ouais. Donc au final, je me suis dit au début, moi j'aimais pas trop ça, tout ce qui était sportif, etc. Mais j'ai dit bon bah j'ai un outil qui entre guillemets fonctionne bien dans ces milieux-là, autant l'utiliser. Et j'ai beaucoup travaillé le cardio de base, c'était le plus important parce que le cardio c'est ce dont tu as besoin. Donc Mmh. ne pas t'essouffler au bout de 2 heures. Beaucoup d'entraînement. Les premières randos, j'étais tout essoufflé, mais ça reste de la marche. L'Islande, par exemple, j'étais pas du tout très bien préparé sportivement. J'ai douillé. J'arrivais très tard le soir, je partais tôt le matin. Euh,
Ah ouais, pas du tout prêt, je pense physiquement à ce moment-là, c'était très mental, mais tu y arrives, tu Ouais. marches, j'avais été trop lourd sur le dos. Donc le problème, c'est que du coup, tu prends pas trop de plaisir. Donc maintenant, pour prendre du plaisir, bah donc cardio à fond. Et en fait, bah, depuis que je fais ça, je me suis abonné, bon bah comme tout le monde, un peu salle de sport, mais je vais travailler beaucoup plus des exercices dont je vais avoir besoin pour l'aventure. Par exemple, avec l'office de tourisme de la Somme Tourisme, où j'ai traversé la Somme en kayak, bah, mon premier film télé. Bah, du coup, bah, c'était du kayak, donc rameur à fond, tu travailles les bras. Mais il faut quand même bien noter, enfin, tu te rends compte quand même que l'équipement et surtout le mental, c'est les 2 tiers et t'as 1 tiers physique. Il y Ouais. a beaucoup d'aventuriers qui sont tout minces, mais donc tu travailles, il faut au moins faire en sorte que tu te foules, enfin, en fait, plus au niveau Mmh. danger, que tu vas pas te fouler une cheville ou autre. Et après, c'est beaucoup le mental et beaucoup l'équipement, la préparation, etc. Ouais. Ouais, donc en fait, quand on nous dit, le mental fait beaucoup de choses, Hmm. toi, tu l'as vraiment expérimenté, quoi. Oui, oui. T'as Hmm. vraiment même dans les moments les plus difficiles ou même dans la peur, tu vois, de te dire, tu vois, tu retentes même quand ça marche pas une première fois, tu t'y retournes. C'est la tête à ce moment-là, enfin, qui te dit d'avancer, en fait. C'est même si le corps ne suit plus et qu'il est gelé, enfin, tu avances, quoi. C'est ça qui est assez Hmm. fou. Hem, je pense que tu as vu, ce que beaucoup de monde n'ont pas vu de cette planète, aujourd'hui. C'est vrai qu'on est une génération où on consomme beaucoup de choses. Il y a eu effectivement même, le reportage. Je pense que c'est un monde qui fascine, comme tu l'as dit, de plus en plus de personnes, veulent sortir, mais et veulent sortir des sentiers battus, mais on reste quand même une génération, on est beaucoup sur les réseaux où voilà, il y a cette pression sociale qui est toujours là. Qu'est-ce que tu aimerais, dire en fait à cette génération, toi qui as vu notre planète, qu'est-ce que tu aimerais, leur dire? Par rapport au fait de Peu motiver ou non importe, de. en mode se surpasser, peut-être aussi, est-ce que vraiment la planète est en train de changer, tu vois, par rapport au réchauffement climatique? Est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer autant qu'on ne le Hmm. pense pour être heureux? Est-ce que, vivre, une vie dans les codes est finalement ce qui nous rend heureux, tu vois? Hmm. Ah, c'est une très bonne question. En fait, ouais, en fait, bah, moi le premier, j'ai été influencé par les réseaux Mmh. sociaux et même maintenant, du coup, je vois que effectivement, t'influences sur les réseaux sociaux par rapport à ce que tu postes. Mais il y a beaucoup de choses qui sont je vais pas dire fausse, mais il y a beaucoup d'alternatives par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, je vois mon petit frère ou la génération de mon petit frère qui sont maintenant, bah, il y a beaucoup de contenu sur le fait, voilà, il faut gagner beaucoup d'argent très rapidement pour ensuite être rentier, d'être à la. Enfin, il y a plein de, un peu ce Des côté, business en ligne, ouais, voilà, exactement, l'émergence où, on doit être millionnaire avant 30 ans ouais, ou avant ouais, 40 ans, vraiment. enfin voilà. Et ça, tu le sens que ça a un impact, Mmh. et c'est, pour moi, c'est pas la solution. Et puis c'est un peu du bullshit, quoi. Tu peux te faire beaucoup d'argent si tu veux très rapidement, mais en fait, dès que tu deviens passionné par un job, bah en fait, tu le fais un peu toute ta vie. Il y a un moment, c'est pas parce que tu as récolté plein d'argent d'un coup que d'un coup tu te mets à la retraite à 30 ans. Ça marche pas comme ça. Non, en fait, alors c'est compliqué à dire, mais il faut déjà, bah, comme je disais au début, il faut réussir à s'écouter, faut tester des choses, même des trucs qu'on n'aime pas, pour se rendre compte de ce qu'on aime, mais surtout de ce qu'on n'aime pas. Mmh. Et en fait, ouais, on écoute trop les autres. Et le problème, c'est que même après le Covid, je me suis dit, on s'est tous dit qu'on allait peut-être moins consommer, qu'on allait moins. Et en fait, il y a cette génération, malheureusement, en fait, on pensait apprendre de ces erreurs-là. Donc la randonnée est sortie. Moi, j'étais content que les gens se mettent plus à la nature, etc. Mais en fait, bah, il y en a plein qui vont se mettre à faire des petites randos dans des endroits où tout le monde se met en masse, comme on voit en Islande, et en fait qui détruisent quand même, qui continuent à détruire un peu ces environnements-là. Et c'est pour ça que moi, je suis à fond j'essaie de mettre en avant le slow travel, donc qui est le slow tourisme, c'est-à-dire en fait de mûrir un projet voyage, de pas forcément partir en disant
à voilà, j'ai envie de consommer forcément un voyage, de partir là-bas parce que tel influenceur a dit de là-bas que c'est instagrammable. C'est de mûrir un projet, de se dire de qu'est-ce qui peut t'apporter, qu'est-ce que tu veux en sortir, est-ce que c'est juste pour te reposer, donc là t'as pas forcément besoin d'aller très loin. Si c'est pour vraiment changer quelque chose en toi, bah effectivement, d'accord pour prendre l'avion, d'aller à l'autre bout du monde, mais va t'imprégner de la culture, essaye voilà, de t'éduquer un petit peu sur la culture que tu as visitée avant, pour la respecter en arrivant, essaye de faire des choses qui ont du sens là-bas, pour que vraiment ce soit des projets qui vont t'apporter du bien. Et effectivement, il y a aussi ce côté, moi je trouve aujourd'hui, donc oui, on sait très bien hein, que le changement climatique a des gros impacts dans tous les pays où je vais. Tu la ressens, Ouais, enfin, on tu le l'as vu, ressent quoi. partout, hein. Ok. Là, je reviens du Cap-Vert, Mm. ils ont jamais été aussi secs ni sur leurs îles, donc ils ont des problèmes avec l'eau. Et tu vois que sur place, en fait, bah, c'est des pays qui sont en voie de développement, et bah, réaction à ça, ils ont parfois des réactions qui sont pas nous on n'aurait pas fait ça. Ils vont encore plus détruire leur île en fait tu les voyais, ils essayent un peu d'économie d'essayer de choper les dernières sources. Donc ils vont construire des mini barrages faits main pour aller donc le mec qui est tout au bout de la chaîne et bah il morfle mais voilà, ça devient un peu l'urgence pour tout le monde, donc ça fait des réactions en chaîne et beaucoup vont, moi le premier on me tape sur les doigts parce que bah, je prends encore l'avion pour aller dans ces endroits-là, et je suis au courant et je suis d'accord qu'effectivement il faut trouver des alternatives pour voyager, mais moi il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est qu'avec ce flight bashing, que les gens arrêtent de sortir de la France, donc arrêtent d'aller se mélanger à d'autres cultures, de découvrir l'autre, qu'on reste dans notre bulle et que petit à petit, là on le voit avec les élections de Trump, etc., bah, on devient un peu de plus en plus le populisme qui revient. Et en fait, moi, j'incite vraiment les gens à partir et à pas forcément. Oui, non, faut pas prendre l'avion tous les 4 matins pour aller en Thaïlande, machin, ou pour un week-end commercial, juste pour un business, un rendez-vous meeting. Mais oui, partez dans des pays qui vous font rêver, allez vous immerger dans la culture, essayez de discuter avec les gens, de leur parler, parce que eux aussi, ça leur ouvre des horizons à des locaux qui forcément eux ne peuvent pas voyager. Donc en vous rencontrant, ils changent aussi, parfois pour le bien. C'est le moment de leur parler de nous, comment on fait pour limiter l'impact du réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça nous... Donc en fait, il faut continuer un peu ce mélange quand même que j'incite beaucoup. Après, si on trouve des alternatives, s'il y en a qui ont le temps de partir en Mongolie en train, chose qu'on voulait faire de base, faites-le. Maintenant, c'est compliqué avec la Russie, mais oui, il faut sortir, il faut poser le portable. Ouais, les réseaux sociaux, même si je crée du contenu dessus, en fait, c'est bien à petite dose, mais en fait, je me rends compte que même moi, quand je suis trop dessus, c'est horrible. T'as des impacts trop forts. Donc, posez, faites des trucs, même si vous pensez que vous allez pas les aimer. En fait, au moins, vous vous rendrez compte que vous aimez pas ça. Mais faites plein de trucs dans le respect des autres. Essayez de pas consommer forcément, que ce soit consommation matérielle ou de l'événement, quoi. Faut faire des choses qui ont du sens, quoi. Pour toi, pour les autres. Ouais, faites des choses. Et soyez surtout, parce qu'il y a beaucoup, on dit beaucoup avoir, mais en fait faire et être. Ouais, être aussi. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'on voit toujours, nous, dans notre petite bulle, ah bah on va aller effectivement rencontrer les bouddhistes pour nous ouvrir à cette culture, mais il y a aussi ce retour de eux aussi, voient comment on vit, comment on pense, comment on est. Donc c'est vraiment en fait un échange qui se crée, et c'est ce que tu disais du coup que tu voulais plus te rapprocher, en tout cas plus faire d'aventures humaines vs physiques. Qu'est-ce que tous ces voyages-là t'ont appris sur toi? Bah déjà, en fait, une des premières choses que j'ai appris avec ces voyages, je me suis rendu compte de quoi, en fait, que j'étais capable de faire des trucs quand même qui étaient assez dingues, quoi, que j'aurais jamais cru et que je pense que beaucoup de gens peuvent faire. Et tant que t'as pas essayé, en fait, on se sous-estime énormément. Bah, tu vois, j'étais pas sportif, j'étais pas machin. Tout le monde me disait, Mathis, toi, le sport, zéro. Et en fait, bah, tu te rends compte que finalement, l'espèce humaine, enfin, le corps humain est quand même assez surprenant.
Et ça équivaut à moi, mais en fait à tout. Je pense qu'en fait on vit dans une société où on s'affaiblit énormément. On fait plus grand chose, de moins en moins. Maintenant, tu vois, un exemple, on utilise tous nos GPS. Bah en fait, on réfléchit même plus C'est à clair. s'orienter. Mm. Alors l'IA qui arrive, moi je m'en sers beaucoup, j'aime beaucoup, ça m'aide beaucoup dans la tâche du quotidien. Mais parce qu'à côté, bah tu réfléchis quand même autrement. Et en fait, on rentre dans une génération de plus en plus où bah on se met sur pause physiquement, mentalement, et je me rends compte qu'en fait on a un outil de fou qui est capable de grandes choses, et c'est ça que je me suis rendu compte, et qu'on progresse sans cesse. Et là depuis que je fais ces voyages, tu te rends pas compte de ces changements, mais parfois je regarde des vidéos il y a des premiers, et je me dis oh, ah ouais, c'est vrai que je pensais comme ça, et en fait t'es beaucoup plus ouvert, tu prends beaucoup de recul sur les choses. Et petit à petit, je me rends compte, ouais, que je me rapproche d'une philosophie de vie qui me correspond et moi, il y a un moment où je croyais dans ma vie que on aura toujours des problèmes, on sera toujours stressé, on sera toujours malheureux souvent et tout. Et en fait, non. Je me rends compte petit à petit que tu peux, tu peux modeler un peu ton cerveau, ta vie, et que en fait, tu peux être grave chill même quand ça va pas, et te dire bon bah là, par exemple, je suis parti dans une philosophie depuis que je suis rentré en Brésil. Je sais que si plus rien ne marche, plus rien ne fonctionne, je perds tous mes clients, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Je sais que mon dernier truc, c'est je prends mon sac et là je pars, je fais le tour du monde à pied. Je sais que j'en suis capable. Ok. J'écris un bouquin en rentrant et je pars 15 ans à marcher, tu vois. Et je sais que je pourrais survivre à ça et que ce sera un de mes rêves. Et le fait de se dire que potentiellement, si tout ce que tu as construit ça marche pas, tu as ce projet derrière. Oh, bah, je me dis bah tu sais, t'as plus rien à perdre, quoi. Tu t'en fous, et puis en fait c'est ce qui T'as fait que plus peur en fait. ouais, c'est ça. En fait, oui, bah ouais, tiens, c'est en fait tu te rends compte que tout le monde vit avec une peur. On a tous, moi au début j'ai toujours eu très très peur de me retrouver à la rue, parce qu'on te dit oui, si tu bosses pas bien, tu t'auras plus d'argent, tu vas te retrouver à la rue. T'as peur c'est que on vit avec la peur aujourd'hui. Et en fait, dès que tu trouves ce truc, bah là, ouais, quand t'as plus peur, bah je pense c'est ça le bonheur, quoi. C'est t'as plus peur parce que tu sais que si ce truc-là marche pas, t'as une autre option qui est toujours très très positive aussi. Et ouais, c'est ça, t'as plus Et peur de donc rien. tu te limites plus en fait, et donc tu oses et tu fais les choses parce qu'effectivement tu dis bah au pire il se passe rien quoi. Donc Exactement, ouais. ça change effectivement pas mal de choses. Qu'est-ce que pense ton entourage aujourd'hui? Alors c'est très marrant parce qu'au tout début, beaucoup de personnes m'ont dit Mathis, je me rappelle des très bons amis à moi qui me disaient quand est-ce que tu vas te trouver un vrai job? C'est cool, hein, ce que tu fais, mais quand est-ce que tu vas te trouver? Et il y en a beaucoup qui, maintenant que ça fonctionne, ah, je savais que ça allait marcher. Le je le savais, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on se dit de ce je le savais? Bah enfin, en fait, il y a toujours, les gens parlent souvent, quand je disais que je partais par exemple faire telle aventure, on me disait oh, mais t'es malade, quand je suis traversé la France à vélo. Tu sais que c'est pas de la marche à pied, t'as une selle, tu vas avoir super mal aux fesses. Oui, c'est vrai. Donc au final, maintenant j'ai l'habitude, donc tu notes. Donc Ok. tu notes, tu dis bon, le gars a dit tu vas jamais, enfin tu sais, tout le monde extrapole, tout le monde devient expert en son Ouais. domaine. Ouais. Pareil, donc la Mongolie à cheval, effectivement, j'avais jamais fait de cheval. Là, quand t'entends des gens qui font de l'équitation, mais tu sais, donc tu notes, bon, tu vas avoir mal aux fesses, donc tu vas remédier à ça. J'ai acheté de quoi, tu sais, pour avoir une Ouais. épaisseur et tout. Ça s'est très bien passé. Pareil pour le cheval, ils m'ont dit ah, tout ça machin, c'est pas pareil que le vélo. Donc je me suis laissé un petit peu, j'ai vu que j'avais pas peur de l'animal. Au pire, je tombe. Donc en fait, les gens diront toujours des trucs, soit parce que t'as besoin de dire un truc, ou soit parce que c'est des proches et qu'ils s'inquiètent pour toi. Comme on le disait, tout le monde a peur. Donc faut pas faire le sourd d'oreille, quand même prendre noter, mais il faut toujours se rendre compte que les gens extrapolent. Donc ouais. Ok, mais ça y est, ils ont compris. Même tes parents ont compris qu'aujourd'hui, enfin, c'est ton métier et c'est ok. Ouais, surtout ma mère qui au début Ouais. s'en est jamais remis quand j'ai quitté Michel Augustin, notamment au début. Ah, Michel Augustin, pourquoi t'as quitté cette boîte? Bah maintenant, ouais, ils ont des commentaires en mode quand je bossais trop sur des clients, mon père qui me dit oublie pas ton film de la Mongolie. Tu vois, en mode ils changent déjà Génial. ouais, Trop bien. ils savent que bon bah c'est ma passion, que finalement bah
ils ont moins peur pour moi. Ils voient que j'ai moins peur, que ça marche plutôt bien. Donc, ouais. Et même eux, du coup, tu les emmènes un peu dans ton univers finalement, et même eux, je pense, s'ouvrent à un autre monde qu'ils connaissaient pas. Donc, je trouve ça chouette que tu partages ça aussi avec eux. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a vraiment ému aux larmes, où tu t'es dit, waouh, je suis en train de vivre un truc de fou? Qui m'a ému aux larmes. Souvent, ouais, ému aux larmes, peut-être pas jusque-là, mais si, il y a des moments où en fait t'as les larmes qui montent. Et généralement, par exemple, que ça va être un projet d'Islande, des gros projets où tu te donnes beaucoup de ta personne pour la préparer. C'est le jour où tu poses le pied et que tu commences l'aventure et que t'es enfin dans le truc, tu dis c'est bon, j'y suis. Et là, en fait, ouais, moi j'ai toujours ces petits moments où je vais mettre mes écouteurs, tu mets ta musique dans un cadre où t'es tout seul, tu sais que tu pars pour plusieurs jours, tu sais pas ce qui va se passer, et là t'as des émotions qui te montent, qui sont assez puissantes, ou bah des moments où t'es très très fatigué, t'es épuisé. Et il y a toujours un peu, moi je suis musicien de base, j'ai toujours eu dans mes films aussi, il y a toujours un côté musical qui est très important pour moi. Et c'est vrai que cette musique que j'emporte parfois et que je vais le mettre au bon moment, ça te fait une explosion de ouais, t'es là, Mmh. t'es pouf, ouais, tu vis quoi. Mmh. Mm. Tu parlais aussi beaucoup de solitude. Là encore, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à être seules ou à être avec soi-même. Toi, comment t'arrives à apprécier ces moments de solitude? C'est vrai que la solitude, c'est quelque chose qui me faisait très peur aussi de base et qui fait peur en fait à tout le monde, je pense. C'est avec l'expérience. En fait, plus tu vas faire déjà voyager seul, euh, ça a rien à voir que d'être tout seul dans ton appartement. Oui. En fait, quand tu es entouré de gens mais que tu es seul, c'est horrible comme sensation parce que tu es entouré de gens qui ont l'air sur les réseaux sociaux d'être tout le temps accompagnés, alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Et donc là, tu te sens seul. En fait, tu es toujours en comparaison. Alors quand tu es en pleine nature ou que tu es dans un voyage où tu as plein de gens qui voyagent seuls, bah en fait, tu es dans un cadre qui se prête à la solitude. Donc il y a déjà ça qu'il faut réussir à différencier. Et en fait, pourquoi on a peur d'être seul, c'est parce on s'accepte pas en fait. Enfin, quand t'es seul, en fait, t'es pas vraiment seul, t'es seul avec tes propres pensées, avec toi-même. Et c'est au moment où tu arrives à apprivoiser tes propres pensées, euh, tu peux faire un travail avec de la méditation, il y a plein de travaux comme ça. C'est le plus dur Mmh. à acquérir, mais c'est un exercice qu'il faut faire, je pense. Et quand tu arrives à ne plus te sentir seul quand t'es seul, c'est là où as une première victoire. Ouais, parce que Mm. franchement, effectivement, c'est quelque chose, même se faire un week-end seul, c'est toujours, tu Mm. vois, en mode la première étape, ou même pour certains, aller manger au restaurant Ouais, seul, ouais. enfin, Mm. tu vois. Et effectivement, c'est ce que tu dis, et c'est très intéressant. On n'est pas forcément, on n'est pas seul en fait quand on est juste avec soi-même, mais c'est juste on veut fuir en fait nos pensées, ce qui se passe Mm. dans nos têtes. Et effectivement, je pense qu'on peut apprendre à aimer, mais c'est comme tous les domaines en fait, tout s'apprend, et ça en fait partie. C'est quoi pour toi les futurs projets là qui arrivent 2025? Comment est-ce que tu veux déjà fin d'année, et 2025, comment est-ce que tu l'envisages? Alors déjà, fin d'année, très important, parce que là, Mmh. ça fait du coup 2 ans que je repousse, c'est le film de la Mongolie. OK, C'était un gros investissement génial. financier, personnel, ce Ouais, projet. Et en fait, j'ai jamais eu. En fait, c'est le projet que je voulais vendre à la télé, donc j'avais démarché des sociétés de production. C'est comme ça que j'ai rencontré la société de production Beau Travail qui fait Échappée Belle, qui m'ont dit OK, ensuite depuis un moment, bah viens, trop bien. on tente de vendre ton film en Mongolie. Et finalement, c'est mon projet de la Somme qui a été retenu. Donc en fait, ça a repoussé le projet Mongolie. Et donc là, je débute enfin le montage de mon mois entier de traversée d'une partie de la Mongolie à cheval, avec une équipe où j'ai lutté dans une arène avec des lutteurs mongols, où j'ai participé à des fêtes du Nadam, etc. Donc ça, c'est le prochain gros projet. Là, c'est du geekage à fond jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, j'ai mis en place un projet l'année dernière d'amener en fait mes abonnés à vivre l'aventure avec moi sur les lieux
de mes films, donc que ce soit l'Islande, etc. Et j'ai fait ça en Laponie, où j'ai vécu chez un éleveur de chiens de traîneau qui est sans eau, sans électricité en Norvège il y a quelques années. Ça a trop bien marché avec une agence partenaire. Donc j'aimerais développer ça. Donc je vais retourner en Norvège chez Yann le Musher donc et refaire des voyages organisés. Donc comme ça casse un peu le virtuel. Je rencontre ma communauté, elle vient voyager avec moi, on apprend aussi à comment survivre dans ces milieux-là. Donc ça permet à des gens qui justement veulent ou peuvent pas à premier abord à se jeter à l'aventure, de s'expérimenter à ça. Et donc c'est un projet que j'ai en 2025 et je vais retourner en Amazonie très probablement pour faire une aventure un peu plus rude que quand j'y étais allé. Encore plus rude. Ouais, parce que là, du coup, c'était vraiment du repérage, en fait, quand j'y suis allé Ah, cet ok, été en c'était Amazonie. juste Ouais, histoire de tâter un peu le terrain. ouais, c'est ça. Mais ok, Non, là, on y putain, retourne vraiment pour. Ok, là, d'accord. pour en chier un coup. Ouais, Et ce serait c'est pour ça. traverser la jungle inondée, une Ouais. jungle amazonienne Ouais. en radeau. On va construire un radeau et Bien sûr, voilà. super. Classique, Tranquille, quoi. un week-end, Ouais, voilà, un week-end normal, tranquille, ouais. quoi. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui sont salariés ou en tout cas qui dans leur vie ne sont pas épanouis, mais sont bloqués par des peurs et n'osent pas réaliser leurs rêves, enfin oser. Euh, Tout le monde passe par là, ce côté de blocage, d'avoir peur, etc. C'est vrai que c'est très compliqué parce que bon, on peut dire de faire, de se lancer, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, il n'y a pas besoin de jeter du 10e étage direct, quoi. Mmh. Moi, c'est passé par plein de petites étapes, etc. Donc, c'est s'il y a en fait, l'objectif, ça peut être, moi, mon objectif, c'était, je voulais de faire de ma vie de placer le voyage d'une façon très importante dans ma vie, donc c'est-à-dire d'essayer de vivre du voyage. Et avec cet objectif, après, j'ai fait plein de petits pas, donc c'était de partir déjà en voyage avec un ami en Pérou-Bolivie, voir si t'aimes ça. Donc après, c'est de tester plein de petits trucs avec toujours cet objectif de fin que tu as envie d'atteindre et de se faire plein de petites étapes. Si ton but c'est de maîtriser ta solitude, ouais, comme tu disais, c'était de partir une fois au restaurant tout seul. Et c'est pas parce que t'aimes pas que forcément tu vas jamais aimer ça et que tu faut direct lâcher les bras. Non, moi au tout début, même aujourd'hui, hein, j'aime pas forcément aller manger au restaurant tout seul. Quoique moins maintenant parce que j'ai appris, mais au début je me disais mais n'importe quoi. Par contre, aller randonner tout seul, j'aime bien. Mmh. Donc faut tester des trucs, des petits trucs. Parfois, tu vois ce que t'aimes pas. Et mais faut oser de faire des petits pas, besoin de faire des Ouais. grands pas qui eux généralement font très peur parce que parfois on a tendance à viser trop. C'est clair. Et finalement, petit pas par petit pas, l'effet cumulé fait que quand tu regardes après, maintenant on a vieilli, mais 10 ans en arrière, tu dis ah oui quand même j'ai évolué. Et ce que je pensais impossible à l'époque est finalement complètement possible. Quel serait ton rêve le plus fou? Ah je me rappelle, au Cap-Vert, j'ai vu une grosse étoile filante passer là, énorme, et je savais même plus quoi faire C'est comme vrai? souhait, parce que du coup j'étais pas parce que j'ai fait plein de trucs machin rien, non parce que il y avait toujours un truc que tu voulais faire et enfin que ça fonctionne, que ça marche, etc. Et en fait tout ce que je me souhaite c'est de continuer cette vie parce que j'ai l'impression de vivre un peu même si c'est pas toujours évident hein, et j'ai des hauts des bas mais d'avoir en fait toujours cet état d'esprit et que ça continue comme ça, c'est-à-dire de faire ce que j'aime et m'en félicite d'être arrivé jusque là. Donc en fait mon rêve le plus fou ce serait de continuer cette vie. Après si on parle d'objectifs d'un rêve, d'un objectif. J'en ai tellement, mais il y en a des gros, par exemple, un qui serait insurmontable, par exemple, c'est
d'un jour faire une aventure dans l'espace, par exemple. Ça se fait de plus en plus. Bon, c'est un peu controversé, mais c'est vrai que de voir la Terre, de voir tout ce que tu as fait de loin, C'est ça. ça sera jamais réalisable, sauf si truc, je vends ça à Universal, un film à la Harry Potter, et que Voilà. mais non, et sinon, par contre, ouais, quand on parle de cinéma, mais vu que j'ai toujours voulu faire du cinéma ou être écrivain, bah, j'ai déjà eu l'occasion d'approcher par des maisons d'édition et j'avais refusé parce que je me sentais pas prêt, mais justement, pourquoi pas écrire mon livre et pourquoi pas tenter, maintenant que j'ai tenté la télé, le cinéma. Ce sera un D'accord. grand rêve, Trop comme bien. Nicolas Vanier ou... Trop bien. Et petite question là comme ça qui me vient, t'as rencontré du coup Mike Horn? Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit de Mike? Il est pareil que quand on le voit comme ça à la vidéo. Comment tu l'as rencontré? Est-ce qu'il t'a donné enfin des petits tips ou qu'est-ce que tu t'es dit de cette rencontre avec lui? Bah, comme beaucoup de gens que tu vois sur les Ouais. réseaux et que tu vois en réel, en fait, c'est un mec comme toi, Comme tout le monde, c'est quoi. ça. Il a donc, quand tu lui serres la main, donc il passait sur Plateau Télé, là où j'étais passé sur C'est à vous, Ouais. et donc j'étais invité, enfin au moins dans les loges, et c'est là où je l'avais rencontré. Et donc bon, bah, il te serre la main avec une poigne, il te tire, donc ça on m'avait prévenu pour montrer un peu sa force et sa virilité. Ouais. Mais tu vois, j'avais rencontré un homme assez fatigué à l'époque. Ça se voyait je pense qu'il en avait chié dernièrement dans ses aventures. Donc on avait pas mal discuté, je lui avais dit ce que je faisais un peu, etc. Et ce que je me suis rendu compte, donc c'est un homme que j'apprécie énormément, ses aventures, hein, ce qu'il a fait, etc. Mais j'ai senti ce côté que j'aime pas dans l'aventure, c'est-à-dire dans l'aventure, c'est le côté très négatif. En fait, l'aventure, c'est quoi? C'est de battre des records, en fait. C'est de montrer que tu es capable de faire ça. Et on avait discuté du film Les 8 sommets, fait par Ouais. le Sherpa. Ouais. Et Ouais. il était passé dedans rapidement. Moi, je lui ai dit, ouais, je t'ai vu dedans. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Et il m'a dit, ah, tu sais, toi, t'as traversé la France à vélo. Je fais mal l'accent, mais parce que du coup, je lui avais dit que j'avais traversé la France à vélo. Bah, lui, c'est comme s'il avait traversé la France à moto. Donc un peu avec ce côté, et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est dommage Ouais, c'est dommage. que finalement, bah, et ça, lui, c'est dans tout ce milieu de l'aventure, c'est ce côté très compétition, très compétitif, où en fait, moi, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui. Et c'est ce que j'essaie un peu de fuir en allant un peu vers le côté humain, etc., avec le slow travel, c'est que finalement, l'aventure, t'as plein de façons de faire l'aventure. Ça peut être faire à la Mike Horn, en chier et battre des records, ou alors essayer de travailler une philosophie, d'aller à la rencontre. Euh, mais ouais, c'est ce que je me suis rendu compte un peu en le rencontrant. Après, j'étais quand même très fier de Ouais. croiser un idole qui est Mike Horn et de pouvoir avoir discuté avec lui. Ouais, mais je trouve ça bien que tu le soulignes parce que finalement, effectivement, il y a toujours ce besoin de se comparer aussi aux autres et du coup de dire ouais, mais moi je l'ai fait, mais avec encore moins de moyens, mais en fait on s'en fiche puisque c'est pas une question, enfin c'est toi contre toi et ça doit être ton aventure et c'est surtout tu dois l'apprécier. Donc en fait, peu importe ce que tu fais, tant que toi t'es bien aligné à faire et à poursuivre ton aventure, bah fais-le quoi. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui t'es heureux? Oui. Et d'ailleurs, pour rebondir, bah, ça va être de soi avec ce que tu viens de dire juste avant. En fait, je commence parce que parfois t'es heureux et tu ne l'es plus trop, mais en fait t'es heureux le moment où justement tu fais pas les choses pour les autres, mais que tu le fais pour toi. Et justement, bah, cette rencontre avec des aventuriers comme Mike Horn où tu sens que, mais c'est tout le monde, en fait, on se rend compte qu'on vit pour les autres. Il y en a beaucoup qui veulent battre des records pour montrer justement aux autres que tu peux le faire. En fait, c'est pas pour toi, c'est ou pour le monétiser, ou pour le machin, ou pour le truc, pour rendre fier telle personne. Et en fait, le jour où tu fais vraiment un truc réellement pour toi, c'est-à-dire vraiment où tu t'en fous que ça marche ou pas, c'est là où tu te dis, mais en fait, t'as pas forcément besoin qu'il y ait un retour monétaire, que t'avais juste besoin du minimum, etc., mais que t'as fait un truc vraiment pour toi. C'est une énorme fierté et ça peut paraître un peu bullshit, mais il faut vraiment le faire pour faire vraiment un truc pour soi, que ça soit réel. Et par exemple, en rentrant du Brésil, là, donc j'ai filmé un petit peu, c'était du repérage, donc j'ai filmé vite fait à la GoPro, je m'en fichais un petit peu. Et en fait, je faisais des vidéos face cam et je sentais que quand je faisais du face cam un peu comme tout le monde, du vlog, je suis pas à l'aise, je suis pas très bien en parler tout seul. On me l'avait déjà fait remarquer, mais c'est ce que tout le monde fait, donc tu Donc fais un peu, ouais. voilà. Et à un moment, je suis tombé sur un contenu, machin, et je sais pas, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait,
ce que je veux, c'est de raconter mon histoire avec une voix posée, une voix off. J'aime bien parler sans forcément me faire du face cam. Donc j'ai pris même pas, alors j'ai mon micro et tout chez moi, j'ai pris mon portable, j'ai enregistré une voix off, j'ai écrit un petit texte moi-même, tout posé avec une voix que je voulais utiliser. J'ai mis les images que j'avais filmées au Brésil moi-même avec un petit effet, avec une petite musique qui m'avait plu, machin. Et je l'ai posté, j'ai dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire. Et tant pis si elle marche pas, je vais faire que des trucs comme ça maintenant. Et je kiffe faire ce genre de contenu. Et bah là, je suis passé de 13 000 à 19 000 abonnés alors que je me suis dit, putain, pourquoi t'as pas fait ça plus tôt Et c'est plein de petits contenus et en fait, c'est au moment où tu fais un truc pour toi que finalement les gens, ça leur parle et que finalement ça marche à côté. C'est assez magique, quoi. Trop bien. Est-ce que, avant de se quitter, il y a, je sais pas, quelque chose que tu aimerais ajouter ou dire, pour clôturer, du coup, cet échange? Abonnez-vous. On va bien évidemment mettre tous tes réseaux. Donc t'es sur Instagram, t'es sur YouTube, t'es sur TikTok. Ouais, partout, mais surtout sur YouTube, Instagram et Surtout TikTok. sur YouTube, Ouais. Instagram et TikTok principalement. Prochain, projet qu'on va pouvoir voir, c'est la Mongolie. C'est ça. Trop hâte. Ok. Donc certainement sur YouTube, mais avant j'aimerais bien un peu le mettre sur faire diffuser dans des salles ou autre. Enfin, faudra voir, mais ça va atterrir sur YouTube à la fin. Ok. Pourquoi pas peut-être à la télé. Peut-être un jour, on verra. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour cet échange. Merci de nous avoir fait rencontrer ton monde. Franchement, c'était génial. Et nous, on se dit rendez-vous dès mardi prochain pour un prochain portrait. On vous fait des bisous, Minou. Merci. Ciao.